Alors, bonjour tout le monde. Bien heureuse de vous rejoindre en ce midi. Donc, pour ce webinaire organisé par Emma Québec dans le cadre de la Semaine nationale du don d'organes et de tissus. Afin de respecter le temps de tous, on débute à l'instant notre présentation. Donc, mon nom est Anne Tessier. Je suis la directrice marketing, développement et expérience client centre hospitalier. C'est moi qui aura la chance de vous accompagner tout au long de ce webinaire aujourd'hui. Alors, ce webinaire, dans le fond, s'adresse aux professionnels de la santé et ça constitue une occasion unique d'en apprendre davantage sur le rôle du soignant, le rôle d'Emma Québec aussi en matière de dons de tissus dans un contexte d'aide médicale à mourir. Plus précisément, aujourd'hui, ce qu'on va regarder ensemble, c'est l'indissociabilité du patient, du soignant ainsi que d'Emma Québec dans le respect de la volonté du patient d'en consentir au don de tissus humains. Et ensuite, comme programme aujourd'hui, nous explorerons aussi tous les outils et l'approche disponibles pour les professionnels de la santé pour faciliter la recommandation de donneurs en contexte d'aide médicale à mourir également. Pour ce faire, je suis ravie d'avoir avec moi Monsieur Gilles Beaupré. Monsieur Beaupré est chef du programme de dons de tissus humains chez Emma Québec. Il nous fera part de son expertise approfondie dans ce domaine, ainsi que Dr Audrey Lafortune, médecin de famille et évaluatrice prestataire de l'aide médicale à mourir, qui nous apportera son point de vue clinique sur la question aujourd'hui. Avant de débuter, j'aimerais vous faire part de quelques petites instructions pratiques. La présentation d'aujourd'hui durera une quarantaine de minutes et sera suivie d'une période de questions-réponses. Pour l'instant, en fait, vous pouvez garder vos micros fermés, s'il vous plaît, pour faciliter la présentation, pour ne pas déranger les conférenciers. Et vous pouvez allumer vos caméras là, si vous le souhaitez, bien entendu. Pour la période des questions, vous serez invité à utiliser la boîte de dialogue que tous connaissent ici dans la plateforme Zoom ou encore d'utiliser la main virtuelle pour poser vos questions. Donc, veuillez noter que cette présentation est enregistrée et pourra être mise à votre disposition à la suite de la présentation d'aujourd'hui pour pouvoir le partager là, ultérieurement là, à vos collègues aussi si tel est le cas. Maintenant, pour notre programme principal aujourd'hui, laissez-moi vous présenter plus en détail nos conférenciers. Donc, au cours de sa carrière, M. Gilles Beaupré a occupé tous les postes et rôles reliés à la Banque de tissus humains Emma Québec, et ce, depuis plus de 30 ans. Donc, infirmier de formation, il œuvre au sein d'Emma Québec depuis le tout début, d'abord en tant que conseiller en formation et en relation avec les hôpitaux, puis en tant que chef du programme de dons de tissus humains. Fort de nombreux accomplissements, il a entre autres contribué au Council for Donation and Transplantation et est à l'origine du beau partenariat qui a été développé avec le Bureau du coroner du Québec, érigé en 2019. Et aussi Madame Dr Audrey Lafortune, qui sera avec nous aujourd'hui, médecin de famille œuvrant dans les groupes de médecine familiale, en réadaptation en déficience physique et en CHSLD dans la région de la Nodière. Depuis janvier 2023, Dr Lafortune a réorienté sa pratique et travaille dorénavant exclusivement en CHSLD et à l'évaluation de prestations d'aide médicale à mourir. Elle est co-gestionnaire médicale à l'aide médicale à mourir du secteur sud de la Nodière depuis automne 2023 et collabore de près avec Emma Québec sur la question du don de tissus en contexte d'aide médicale à mourir. Donc, sans plus attendre, je vous cède la parole, M. Beaupré et Dr Lafortune. C'est à votre tour. Merci beaucoup. Merci bien. Alors, notre présentation, le don de tissus humains et aide médicale à mourir, nouvelle réalité, nouvelle opportunité. Et j'aimerais juste apporter une petite nuance ici. La notion d'opportunité, pour nous, c'est clair que c'est de remettre entre les mains de chaque patient la possibilité de devenir un donneur ou ne pas être un donneur de tissu à son décès. Alors, donc, cette notion-là est vraiment très importante pour nous. On peut changer la slide.
Donc, avant tout, Emma Québec, la mission, c'est de répondre avec efficience aux besoins de la population québécoise en sang et autres produits biologiques d'origine humaine de qualité. Alors, donc, l'équipe des tissus humains, c'est plus de 70 personnes qui sont totalement dédiées à prendre en charge la recommandation, le prélèvement et la distribution des tissus humains à travers tout le Québec, et on fournit également des tissus lorsqu'il y a des demandes dans d'autres provinces canadiennes là, pour soutenir les efforts de ce côté-là aussi. Il n'y a aucun conflit d'intérêt, on veut tout simplement le mentionner ici. Et d'entrée de jeu, je trouve que c'est très important de faire la distinction entre le don d'organes et le don de tissu parce qu'il subsiste beaucoup de confusion à cet égard-là. Donc, on peut aller à l'autre slide. Il faut savoir que le don d'organes, les programmes de don d'organes et de tissus sont vraiment très différents. Premièrement, pour ce qui est du don d'organes, c'est Transplant Québec, qui est l'organisme mandaté par le ministère. Les donneurs d'organes à travers la province, c'est à peu près 1 à 1,5 des décès en milieu hospitalier. Il n'y a pas de critère d'âge pour ce qui est du donneur lui-même. On doit avoir un maintien des fonctions vitales jusqu'au prélèvement des organes pour maintenir une bonne oxygénation des organes. Les délais de prélèvement, c'est à l'intérieur d'une heure. Donc, une fois que le décès survient, que l'arrêt cardiaque est survenu, oui, une compatibilité entre le donneur, le receveur, toute l'histocompatibilité est réellement importante. Le patient qui va recevoir, qui va être transplanté d'un organe, aura besoin d'immunosuppresseurs à vie. Les délais pour la greffe, c'est en termes d'heures. Donc, on ne peut pas constituer une réserve d'organes. Les organes sont prélevés et transplantés dans les heures qui suivent. Et les procédures spécifiques pour l'AMM, il y en a, donc pour le donneur d'organes. Alors, je le mentionne ici, là, on va parler beaucoup d'AMM, mais les donneurs d'organes pour l'AMM, dans un contexte d'AMM pour le don d'organes, sachez que c'est très complémentaire avec le don de tissu. Souvent, les donneurs d'organes vont présenter des pathologies qui vont entraîner une exclusion pour le don de tissu, très souvent. Alors que nous, de notre côté, on a estimé que 85 des patients qui reçoivent l'aide médicale à mourir pourraient se qualifier pour le don de tissu. Alors, il y a tous les patients qui ont un cancer plurimétastatique, par exemple, ne seraient pas d'intérêt pour le don d'organes, mais pourraient l'être pour le don de tissu. Alors, donc, ça, c'est une distinction importante à faire. Et quand on regarde pour le don de tissu, donc c'est Emma Québec qui est l'organisme mandaté. Quand on parle des donneurs, la fréquence des donneurs, c'est 40 à 50 des décès qui sont des donneurs potentiels. Les critères d'âge, il y en a, donc de 0 à 85 ans pour le don de tissu. Il n'y a pas de maintien des fonctions vitales. Donc, le donneur de tissu, c'est quelqu'un qui est décédé, il n'y a pas de pouls, il n'y a pas de respiration, on n'a pas besoin de maintenir les fonctions. La vascularisation, donc l'oxygénation des tissus n'est pas nécessaire. On peut prélever jusqu'à 24 heures après l'arrêt cardiaque. On n'a pas d'obligation au niveau de l'histocompatibilité entre le donneur et le receveur. Et le patient qui va recevoir un tissu n'aura pas à prendre d'immunosuppresseurs, contrairement au don d'organes. Et le délai pour la greffe, c'est en termes de semaines et d'années. On peut conserver pour une période qui peut aller jusqu'à 5 ans des tissus pour certains tissus. Chose qu'on ne peut pas faire pour les organes, je l'ai expliqué tout à l'heure. Donc, est-ce qu'il y a une procédure spécifique pour l'aide médicale à mourir? Oui, et c'est de ça qu'on va traiter aujourd'hui. On peut changer la diapositive. Donc, le don de tissu et le prélèvement de certaines structures anatomiques du corps provenant d'une personne décédée, dans le but d'offrir différents types de tissus humains pour la greffe en receveur. Donc, on a 24 heures du moment où l'arrêt cardiaque survient pour faire le prélèvement et un donneur de tissu peut aider plus de 20 receveurs. Et dans les différents types de tissus qui peuvent être prélevés, on parle des cornées, on parle du cœur pour les valves, on parle de la peau, des tissus osseux, des tissus, des tendons, des tissus artériels. Bref, il y a plusieurs tissus dans le corps humain qui peuvent être prélevés pour répondre aux différents programmes chirurgicaux. On peut changer la diapositive.
Au Québec, il y a un cadre légal qui est imposé dans les centres hospitaliers, qui rend obligatoire l'identification et la recommandation des donneurs. Pourquoi? Parce que l'intention derrière ça, c'est de voir si la personne qui vient de mourir ou qui va mourir avait exprimé le désir d'être un donneur d'organes de tissu à son décès. Alors, donc, c'est encore donc la L4S, là, l'article 204.1 de la L4S qui prévoit ça. À défaut d'une volonté connue de la personne qui vient de mourir, c'est le Code civil, l'article 44 du Code civil qui s'applique. Alors, c'est un peu comme quelqu'un qui arrive à l'hôpital puis qui n'est pas en mesure d'autoriser des soins, mais un membre de la famille va pouvoir le faire à sa place. Dire oui, moi j'accepte que mon frère soit opéré d'urgence pour lui sauver la vie. Mais dans le cadre du don d'organes et de tissus, c'est l'article 44 qui prévoit que c'est la famille à ce moment-là, si la décision du donneur n'a pas été prise de son vivant, c'est à la famille que revient la décision de consentir ou non. Donc, le rôle du personnel soignant est capital parce que c'est d'identifier les donneurs potentiels et de les recommander à Emma Québec. Ça, c'est une étape qui est vraiment capitale. Donc, de vérifier toujours lorsqu'il y a un décès, avant d'aborder le don, de vérifier avec Emma Québec l'existence d'une décision qu'aurait pris la personne qui vient de mourir de son vivant. Les besoins en tissu humain sont quand même assez importants. On peut aller tout de suite à l'autre slide. On a vu, vous voyez, 2005-2006, c'était 243 tissus qui étaient distribués par Emma Québec. On a la donnée 2022-23, 23-24 va venir sous peu, mais c'est 5436 tissus distribués, là. Alors, on est ailleurs. Donc, les besoins sont immenses et constants. On voit quand même une courbe assez intéressante. Juste au niveau des tissus oculaires, voyez-vous, 22-23, on parle de 1408 tissus oculaires distribués, ce qui représente 26 de notre distribution annuelle. Alors, les besoins sont réellement importants. Et j'en profite, là, c'est la semaine du don, mais vous dire merci d'être là, merci d'identifier, de recommander, parce que c'est ensemble qu'on peut greffer nos patients québécois puis espérer donner une qualité de vie à ces patients-là. Donc, pour les tissus oculaires, le groupe d'âge, c'est de 2 ans à 85 ans. On peut prélever des tissus oculaires en centre hospitalier, dans les installations d'Emma Québec, maison funéraire. Bref, la cornée n'est pas stérile, hein, elle est exposée à toutes sortes de pathogènes là, de son vivant. Alors, on n'a pas besoin d'être en salle d'op dans un milieu totalement aseptisé là, pour faire le prélèvement des tissus oculaires. Donc, on a un délai de 0 à 24 heures pour prélever les tissus oculaires. Une chose à noter, plus vite on a la recommandation, plus vite on peut faire la qualification du donneur, puis qu'on peut prélever plus rapidement la cornée, meilleure est la qualité de la cornée, bien évidemment. Il y a deux types de prélèvements, l'énucléation et l'excision in situ de la cornée. Et on travaille avec nos collègues des banques yeux là, du CEO, qui est le Centre universitaire d'ophtalmologie ici à Québec. Et on a également nos collègues là, de la Banque yeux du Québec à l'hôpital Maisonneuve-Rosemont. Donc, dépendamment des besoins, on peut prélever soit la cornée in situ ou prélever le globe oculaire qui va nous permettre d'avoir une cornée et des tissus sclérotiques pour les besoins chirurgicaux. En passant, les antécédents de chirurgie pour la cataracte ne sont pas, c'est pas un critère d'exclusion. On pourrait accepter le donneur. Sachez que toutefois qu'on va évaluer selon le besoin là, de tissu oculaire, on va évaluer la possibilité de prélever le globe plutôt que la cornée là, s'il y a des besoins d'esclave. Donc, on poursuit. Avant de céder la parole à ma collègue, le docteur Lafortune, je veux juste que vous sachiez qu'au Québec, il y a bon an, mal an, 78 000 décès au Québec à travers la province. On disait tout à l'heure que 40 à 50 des décès sont des donneurs, pourraient être des donneurs potentiels de tissu. Alors, ce qui porte le nombre, on l'a mis à 40 donc 31 200 donneurs potentiels au Québec. Et voyez-vous, Emma Québec, en 2022-23, a reçu 5 376 recommandations, ce qui représente 17 de la recommandation totale que nous devrions avoir. On voit que nos équipes travaillent fort. 4 475 donneurs qui ont été déclinés quand même. Sachez que chacune des recommandations qu'on reçoit fait l'objet d'une évaluation de notre équipe et qu'au terme de tout ça, c'est 901 donneurs qui ont été prélevés, soit 17 Alors, il y a un travail, il y a comme un effet d'entonnoir où plus on va raffiner le processus de qualification, d'évaluation, plus on va perdre des donneurs. Donc, on a besoin, c'est la raison pour laquelle on a besoin d'avoir une recommandation stable, avec une volumétrie stable à tous les jours pour nous permettre de sélectionner les meilleurs patients, les meilleurs donneurs
pour répondre aux besoins des chirurgiens. Donc, c'est à mon tour. En fait, je voulais tout d'abord donner une définition de l'aide médicale à mourir pour être sûr qu'on parle tous de la même chose. Donc, c'est la définition fournie par la Commission sur les soins de fin de vie. Ça dit que c'est un soin consistant en l'administration de médicaments ou de substances par un médecin ou une IPS à une personne atteinte de maladies graves et incurables à la demande de celle-ci dans le but de soulager ses souffrances en entraînant son décès. Contrairement aux autres soins qu'on est habitué de donner comme professionnels de la santé, l'aide médicale à mourir, c'est encadré par la loi. Donc, il y a vraiment des critères qui doivent être rencontrés. C'est un processus qui est très rigoureux. C'est différent comme approche pour nous sur le plancher, si je peux dire. Donc, l'aide médicale à mourir, c'est rentré en vigueur en 2015. Comme vous voyez sur le tableau, au début, c'était quelque chose qui était plutôt peu fréquent. Mais quand on vous amène en 2022-2023, il y a 6,8% des décès qui sont en lien avec l'aide médicale à mourir au Québec. Ça représente 5 211 personnes qui ont eu recours à l'aide médicale à mourir. Puis, la Commission sur les soins de fin de vie estime dans la prochaine année qu'il pourrait y avoir une hausse d'environ 15% de ce nombre. Fait que l'aide médicale à mourir, c'est plus un soin qui est rare ni marginal au Québec. C'est vraiment une nouvelle réalité. Et devant cette nouvelle option de fin de vie, les professionnels de la santé sont encouragés à offrir aux personnes qui font la demande d'aide médicale à mourir l'occasion d'exprimer leur volonté à propos du don de tissu. C'est la pause suivante. Merci. Ici, c'est un graphique des différentes régions socio-sanitaires. Puis, on a probablement des personnes de différentes régions aujourd'hui. Donc, on voulait vous offrir la chance un petit peu de voir, vous, dans votre secteur de travail, qu'est-ce que ça représente l'aide médicale à mourir? Donc, moi, je travaille région 14, la Nadière. C'est quand même 491 personnes qui ont recours aux soins de l'aide médicale à mourir. Le pourcentage de décès par aide médicale à mourir selon les régions varie. Donc, la moyenne québécoise, c'est 6,8%, mais selon les régions, c'est entre 4,6 jusqu'à 10,5% des décès. Je porte aussi à votre attention que Emma Québec est présente dans plusieurs des régions administratives, dont celles où on observe un grand nombre d'aides médicales à mourir. Donc, nos installations sont disponibles pour pouvoir faire le prélèvement. Prochaine diapo. Ici, dans le fond, c'est les diagnostics qui motivent l'aide médicale à mourir. Donc, dans les différents critères pour être éligible pour l'AMM, le premier, c'est être atteint d'une maladie grave et incurable. Ce qu'on observe, c'est qu'il y a presque 2/3 des personnes qui ont demandé l'aide médicale à mourir que leur diagnostic principal, c'était un cancer. Par la suite, on voit les maladies neurodégénératives ou neurologiques, les maladies cardiaques, vasculaires ou cérébrovasculaires, les maladies pulmonaires également. Dans la section « Autres », ça inclut, mettons, les maladies musculo-squelettiques, inflammatoires, les maladies digestives, rénales ou encore des problématiques infectieuses. Puis dans le petit 5%, polypathologie, mais ça, c'est quand les gens avaient plus qu'un diagnostic admissible pour l'aide médicale à mourir. Je porte votre attention dans l'encadré de la diapo. Ça, c'est les critères d'exclusion pour le don de tissu à Emma Québec. Le premier, c'est être âgé de 86 ans ou plus, d'avoir une infection VIH, hépatite B, hépatite C, une infection générale systémique, active et non traitée, un cancer du sang, maladie d'Alzheimer, Parkinson, une démence étiologique inconnue, puis propre à l'aide médicale à mourir. Dans le fond, on a d'emblée identifié le critère d'exclusion de la sclérose latérale amyotrophique, la sclérose en plaques. Donc, comme l'a dit Gilles un petit peu plus tôt, le cancer pour le don de tissu n'est pas un critère d'exclusion, sauf le cancer du sang. Donc, ça fait en sorte que beaucoup des demandeurs d'aide médicale à mourir sont éligibles au don de tissu, donc ne présentent pas les critères d'exclusion. Prochaine diapo. Donc, aujourd'hui, le gros corps de la présentation, c'est justement de vous montrer un petit peu c'est quoi l'impact que ça peut avoir d'avoir la discussion sur le don de tissu avec nos patients qui sont des demandeurs d'aide médicale à mourir. Donc, cette diapo-ci, ça représente un processus classique que probablement que vous maîtrisez même mieux que moi, je dois l'avouer. Donc, toute la démarche du don de tissu débute en général à la suite du décès de la personne. Donc, l'identification, la recommandation à Emma Québec. Ensuite, vient toute la qualification du donneur, donc la validation du consentement auprès de la RAMQ, de la Chambre des notaires du Québec. S'il y a un consentement disponible ou une volonté qui a déjà été enregistrée,
Héma-Québec peut poursuivre le cheminement, mais s'il n'y a pas d'information, souvent, Héma-Québec va devoir contacter l'équipe traitante qui, eux, vont devoir avoir la discussion avec les proches de la personne, à savoir si, à leur connaissance, leur être cher, il voulait être un donneur ou non de tissu. Donc, les proches se retrouvent à devoir, de leur connaissance, fournir un consentement ou non à la suite du décès de la personne. Si on obtient le consentement, ensuite, l'histoire médicale et sociale du donneur est faite auprès d'un proche. Quelqu'un qui connaît bien le patient, c'est souhaitable. C'est une évaluation du dossier médical. Puis si, au terme de toutes, dans le fond, ces étapes-là, la personne peut être un donneur, puis il va y avoir l'assignation d'une équipe pour le prélèvement. Prochaine étape qui étant le... Ah, excuse-moi, pas prochaine slide. Après ça, c'est le prélèvement des tissus. Puis comme on le disait, tout ça doit être fait en dedans de 24 heures. Fait que c'est quand même une course contre la montre de réussir à faire toutes ces étapes-là. Puis d'être capable d'assurer un approvisionnement quotidien nécessaire qui répond à la demande. Les autres étapes par la suite, une fois que c'est prélevé, c'est toute la transformation, la révision des dossiers, puis ensuite la distribution selon les besoins des chirurgiens et des centres hospitaliers. Prochaine diapositive. C'est bon. Donc, dans le fond, chez les demandeurs d'aide médicale à mourir, la nouvelle réalité, c'est que c'est un décès qui est planifié. Donc, ça a permis qu'on adresse différemment la situation auprès de cette petite population-là, je peux dire. Donc, la première étape, c'est d'en parler aux patients si on n'identifie pas de critères d'exclusion. Donc, on peut aller chercher le consentement auprès du patient lui-même. On décharge sa famille potentiellement de devoir réfléchir puis d'émettre un consentement substitué. Fait que le message à retenir, c'est que c'est approprié, même recommandé d'informer la personne qui fait une demande d'aide médicale à mourir sur la possibilité d'être un donneur de tissu à la suite de son décès. Puis, ce que ça va nous permettre, c'est que la personne devienne partie prenante de la démarche du don de tissu de son vivant. On est capable, avec Héma-Québec, puis les professionnels aussi, de répondre à ces questions, ces interrogations, de pouvoir vraiment offrir à la personne la possibilité de donner un consentement libre et éclairé parce qu'elle va pouvoir tout comprendre ce que ça implique. Et le fait de pouvoir commencer de son vivant le processus, il y a plusieurs étapes qui peuvent être réalisées avant le décès. Donc, l'identification, la recommandation, tout le processus de qualification du donneur aussi. Donc, quand on arrive au décès, après ça, c'est le prélèvement qui reste à faire et la transformation de tissu, la révision, la distribution. Prochaine diapositive. Donc, sûrement ceux qui travaillent sur les étages de soins, on est habitué de voir la procédure pour recommander un donneur de tissu. Donc, avec Héma-Québec, on a travaillé une nouvelle procédure vraiment pour les donneurs potentiels avant l'administration de l'aide médicale à mourir. Je fais juste porter votre attention déjà d'emblée comme quoi on a travaillé très fort pour que la procédure puisse être effective autant en établissement qu'à domicile. Parce que l'aide médicale à mourir, on veut vraiment se concentrer sur le patient, qu'il puisse organiser, planifier sa fin de vie comme il le souhaite. Donc, on a tenu compte de cette réalité-là qui est l'administration du soin au domicile du patient également. Prochaine diapo. Donc, la première étape, c'est pour le patient qui est en processus d'évaluation de l'aide médicale à mourir, c'est d'identifier un donneur potentiel. Donc, on a repris l'ensemble des critères d'exclusion. S'il y a la présence d'un des critères, ça ne vaut pas la peine de poursuivre le processus. Le patient ne pourra pas être un donneur. Par contre, s'il n'y a pas de critères, c'est là qu'on vous encourage à à avoir la discussion avec le patient. Prochaine étape. C'est bon. Cette fameuse discussion-là. Fait que souvent, en centre hospitalier, vous êtes habitués, les professionnels soignants, d'avoir la discussion plus avec la famille à la suite du décès. Là, on vient un peu chambouler le cours naturel des choses. Puis, ce qu'on recommande, c'est vraiment d'avoir la discussion auprès du patient lui-même. Donc, ça fait du sens. Au début, on se disait, est-ce que c'est malaisant? Est-ce que c'est approprié? Mais tout à fait, parce que les patients qui demandent l'aide médicale à mourir sont en train de planifier plein de choses. Planifier avant le soin, par exemple. À qui je vais le dire? Est-ce que je vais léguer un petit quelque chose, un écrit? Ensuite, au moment du soin, qui va être présent? Je vais faire ça où? La musique. Est-ce que je fais de l'aromathérapie? Puis moi, les patients, ils ont toujours aussi beaucoup de questions pour, mais qu'est-ce qui va se passer
une fois qu'on a administré l'aide médicale à mourir? C'est quoi la suite? Donc, ils sont en train de planifier beaucoup de choses. Fait que d'insérer cette discussion-là pour planifier le don de tissu, c'est pas farfelu, loin de là. Par contre, il faut quand même s'y prendre de la bonne façon. Fait que nous, ce qu'on vous recommande, c'est il faut vraiment avoir une ouverture ouverte, pas une ouverture, mais une bonne attitude avec le patient. Fait que choisir le bon moment pour en parler. Pour les professionnels en général, moi, ce que je recommande, c'est une fois que vous savez que votre patient est éligible à l'aide médicale à mourir, donc les 2 avis ont été faits favorables, donc le patient, son aide médicale à mourir est planifié ou on est en attente d'une date, là, si je peux dire. Bien, c'est un bon moment pour avoir la discussion avec lui parce que durant cette période-là, il y a beaucoup de choses qui sont en train d'être planifiées par le patient, justement. Si vous êtes un médecin évaluateur prestataire dans l'aide médicale à mourir, puis dans le fond, vous avez quand même, votre impression, c'est qu'il y a une forte probabilité que les 2 avis soient favorables. Là, moi, je trouve que c'est tout à fait raisonnable d'initier la discussion lors de nos évaluations à ce moment-là. Ça permet d'aller chercher l'information puis tout de suite pouvoir prendre les actions là, en conséquence. Donc, ça, c'est pour le moment pour en parler. La bonne personne, après ça, comme on l'a dit, le personnel infirmier, souvent, il engage la discussion sur le don de tissu après le décès du donneur. Dorénavant, ce qu'AMA Québec recommande, c'est la participation des professionnels, mais dès le processus d'évaluation de l'aide médicale à mourir. Puis ça, c'est un changement de pratique, c'est un changement d'habitude, pardon. Fait que ça nécessite comme une nouvelle réflexion d'équipe afin de déterminer quel intervenant va pouvoir avoir la discussion puis faire la vérification auprès du demandeur lui-même par rapport à sa volonté d'être un donneur de tissu ou non. Ensuite, la bonne façon, ce qui est recommandé, c'est d'avoir un vocabulaire simple et accessible, d'avoir des propos empathiques. On a donné comme exemple ici, je me permets de vous questionner à savoir si vous avez déjà réfléchi à la possibilité de devenir un donneur d'organes ou de tissus à la suite de votre décès. Ça, c'est très ouvert comme phrase. Il y a certains mots aussi qui semblent plus résonner chez les patients. Donc, quand on parle de don, quand on parle de faire un don de tissu à des fins de greffe ou de transplantation, c'est du vocabulaire qui vient rechercher les gens, là. Ça vient les mobiliser. Moi, comme dans ma pratique, on m'a déjà donné le conseil, fait que merci Gilles, je le redonne. La carte d'assurance maladie est signée pour le don d'organes, donc tissu. Donc, des fois, tu sais, de juste dire, ben, tu sais, vous, est-ce que vous avez déjà signé votre carte d'assurance maladie? Puis là, les patients là, sont là, puis ils cherchent leur carte. Puis je suis comme, non, juste me dire si c'est signé ou pas. Puis là, ça permet comme de débuter la conversation sur le sujet. Un autre moment aussi que je trouve des fois que c'est propice pour en parler, c'est justement quand la personne me demande, mais qu'est-ce qui va se passer à la suite de mon décès jusqu'au salon funéraire? Bien, c'est là que je peux comme dire, bien, ça dépend si vous voulez être un donneur de tissu ou non. Puis là, ça me permet de commencer la discussion, donner de l'information, puis après ça, de voir quelle est la position de mon patient par rapport à ce sujet-là. Puis je voudrais mentionner aussi que les gens qui demandent l'aide médicale à mourir, une très grande proportion expriment des souffrances, expriment qu'ils n'ont plus de qualité de vie, qui sont en très grande perte d'autonomie. Puis, quand je leur explique qu'un don de tissu peut aider jusqu'à 20 personnes, puis ça peut améliorer grandement la qualité de vie des gens qui pourraient bénéficier de la greffe, de la transplantation, ça fait souvent beaucoup de sens pour eux, ça amène un peu d'espoir, ça amène un petit peu de la douceur dans le processus. Prochaine diapo. Donc, de pouvoir parler avec le patient lui-même de la possibilité d'être un donneur, moi, dans ma pratique, j'ai compris que ça m'amenait 3 possibilités dorénavant. Fait que la première, c'est que le patient consent à être un donneur de tissu et il accepte que je fasse la référence de son vivant à AMA Québec, qui est le modèle qu'on est en train de vous expliquer aujourd'hui. La deuxième possibilité, c'est qu'il consent à la référence, mais pour une raison XYZ, là, il préfère que ce soit avec la famille que la démarche soit faite à la suite de son décès. Ça, c'est plus dans les situations où, tu sais, l'aide médicale à mourir est planifiée très, très rapprochée, dans 24-48 heures, que le patient préfère préserver ses énergies pour être avec ses proches, puis que ce soit plus doux un petit peu. Mais ce qui est agréable, on s'entend là, mais cette façon-là, elle amène quand même le patient à exprimer sa volonté. Fait que ça décharge quand même la famille de prendre cette décision-là à la suite du décès. Puis la troisième option, c'est que le patient décline pour une raison qui lui appartient, puis c'est tout à fait légitime, puis on respecte sa décision. Prochaine diapo.
Fait que je vous ramène à ma grande feuille de processus pas à pas. Fait que là, une fois qu'on a identifié le patient, qu'on a eu la discussion avec lui, on peut procéder à la recommandation. Tout de suite après, je vais vous présenter le formulaire qui est suggéré d'utiliser. Donc, le dit formulaire, on recommande de l'envoyer par courriel ou par télécopieur. Les coordonnées sont là. Puis, ce qui est important de savoir aussi, c'est qu'il faut dire à notre patient qu'Héma-Québec va prendre contact avec lui tout au plus dans les 7 jours précédant l'aide médicale à mourir. Parce que Héma-Québec est autorisé à évaluer le dossier avant le décès, mais pas plus que 7 jours avant le décès. D'un coup, il y aurait des changements sur son état de santé, des comportements nouveaux, des choses comme ça qui feraient en sorte qu'il pourrait devenir non éligible. Prochaine diapo. Donc, une vue d'ensemble du formulaire qu'on a développé. La première section, c'est l'identification. Fait qu'on revient encore avec nos critères d'exclusion. S'il n'y a pas de critères d'exclusion, on peut procéder à la deuxième étape, qui est la recommandation. Donc, il faut qu'on ait l'accord, l'autorisation du patient, bien sûr. Donc, on coche « Mon patient souhaite être… » OK. « Mon patient souhaiterait être un donneur de tissu humain à son décès. » C'est important de marquer la date prévue de l'aide médicale à mourir parce que nous, ça va nous permettre de nous situer le 7 jours avant pour Héma-Québec pour pouvoir faire les questionnaires, puis enregistrer le consentement pour faire toutes les étapes pour qualifier la personne. Si la date est non déterminée, moi, souvent, ce que je fais, c'est que je retiens mon formulaire, puis au moment où je vais planifier l'aide médicale à mourir, à ce moment-là, je vais rentrer les informations, puis je vais l'envoyer à Héma-Québec. C'est important d'identifier l'établissement, comme si c'est un centre hospitalier, nommer c'est lequel, CHSLD, nommer c'est lequel, ou au domicile. Puis, comme on l'a dit, la cataracte, c'est pas un critère d'exclusion. Par contre, c'est quand même une bonne information à avoir. C'est pour ça qu'on a rajouté une petite section dans la partie recommandée. C'est important de donner un numéro de téléphone du patient, de l'unité de soins, à la limite d'un proche qui est toujours disponible avec le patient, afin que justement Héma-Québec soit capable de le rejoindre la personne pour pouvoir faire le questionnaire médical et social, enregistrer le consentement, bref, faire les différentes étapes avec le patient et son vivant. Le moment privilégié pour joindre le patient, très facultatif, là, mais bon, s'il y en a un, on vous invite à l'inscrire. Prochaine étape. Donc, ça, c'est le formulaire. Après ça, il faut les coordonnées de la personne qui fait la référence. Donc, souvent, moi, à titre d'exemple, je vais mettre les miennes. Puis, je voulais amener à votre attention qu'on a marqué signature du professionnel. Par contre, avec Héma-Québec, on voulait rendre le formulaire le plus accessible possible. Donc, il y a une version web en ligne éditable, modifiable. Tu sais, si vous n'êtes pas capable de mettre votre signature là, à partir de votre poste de travail en clinique ou en établissement, c'est pas grave si on n'a pas la signature. On préfère une recommandation que de ne pas l'avoir à cause d'un enjeu de signature. C'est parfait. Fait que ça, c'est la partie complétée par le docteur ou le professionnel. Donc, je cède la parole à Gilles pour la suite. Mon micro est activé, voilà. Donc, section réservée à Héma-Québec. Une fois que le questionnaire est fait avec le donneur, le patient, bien, il y a un coordonnateur de l'équipe qui va informer, qui va envoyer le formulaire au professionnel de la santé pour lui confirmer que le donneur est admissible ou qu'il est non admissible. Alors, ça va venir clarifier la chose. Donc, s'il est admissible, le jour de l'AMM, bien, il faudra assurer la suite des choses. Prochaine slide. Donc, les démarches très simples, c'est le jour de l'administration de l'AMM. On suit les étapes, donc on communique avec Héma-Québec pour confirmer l'administration de l'AMM et l'heure du décès et on transmet les documents qui sont listés dans la procédure. Ça, c'est quand c'est en établissement. Et si c'est à domicile, on suit le même processus. Donc, on contacte Héma-Québec pour confirmer le processus. Puis, après l'administration, tout simplement, informer Héma-Québec de l'heure du décès et puis partager le bulletin SP3. Bon, bref, c'est assez simple. On suit, c'est un pas à pas là, pour la suite, pour la recommandation suivant l'administration de l'AMM. Prochaine diapo. Audrey, c'est à toi. Comme on l'a parlé un petit peu tantôt, c'est un changement d'habitude de commencer, d'initier la discussion avec le patient de son vivant. Donc, on vous encourage beaucoup à réfléchir comment vous pouvez intégrer à votre pratique un petit reminder, comment
fabriquer un petit outil pour favoriser la systématisation. Donc, à titre d'exemple, pour les médecins ou les infirmières évaluateurs, moi, dans mon gabarit de notes, quand je fais l'évaluation pour l'aide médicale à mourir, je me suis mis une section identification et référence pour le don de tissu, avec les petits critères d'exclusion, si je l'ai discuté, non discuté, si la référence est acceptée ou si le patient refuse la référence. J'ai un collègue qui l'a fait juste en dessous, un peu mise en page différente, là, mais l'ensemble des critères y sont également. Dans la Nodière, on a un groupe interdisciplinaire de soutien qui est très bien structuré et mes gestionnaires ont accepté que dans notre outil partagé, on a une petite section DDT accepté. DDT est en don de tissu, donc c'est le encerclé en rouge. Fait que si on a la discussion avec le patient qui accepte ou refuse le don de tissu, on peut venir l'indiquer, puis comme ça, l'ensemble des personnes qui collaborent au processus d'aide médicale à mourir peuvent être au courant de la volonté de la personne, puis savoir au moins que la discussion elle a eu lieu. Prochaine diapo. En fait, ce qu'on préconise beaucoup, c'est la systématisation. Donc, de développer des outils qui vont vous permettre de ne pas tout le temps se fier à la mémoire, mais d'avoir quelque chose, une traçabilité des actions posées. Donc, via formulaire, trousse de décès, aide-mémoire, marche à suivre, plan de soins, peu importe. Est-ce que c'est à intégrer dans une politique, une procédure en don d'organes de tissu de votre établissement? Bref, l'idée, si vous souhaitez, vous pouvez toujours nous contacter aussi. On peut discuter avec vous puis voir avec vous différentes pistes pour mettre en place cette systématisation-là. Aide-mémoire des responsabilités infirmières lors d'un processus d'AMM, donc suivant l'évaluation médicale, après le décès, ainsi de suite. Donc, des outils de systématisation, c'est toujours gagnant. Prochaine slide. Emma Québec, sur notre site, vous allez retrouver l'ensemble des informations qu'on vient, des outils, la procédure, formulaire donc, vous avez un code QR également là, que vous pouvez scanner. Ça va vous amener directement à nos outils. Alors, donc, d'aller sur le site d'Emma Québec, professionnel de la santé, tissu humain, et vous allez retrouver là l'ensemble des informations qui vont vous aider à développer votre processus à l'interne. On a également un article dans le Médecin du Québec, l'édition du mois d'avril, qui est en lien avec l'aide médicale à mourir. Donc, docteur Lafortune, ma collègue Sabrina et moi avons eu l'occasion de rédiger un article qui paraît dans le Médecin du Québec, donc qui peut être une source également d'informations intéressantes là, pour vous aider dans les actions à mettre en place. Prochaine slide. On a sur notre site web toujours des vidéos éducatives sur le don de tissu humain dans un contexte AMM, donc autant entre médecins versus transplanteurs, équipe soignante, témoignage également de l'épouse d'un donneur de tissu qui a reçu l'aide médicale à mourir. Donc, on vous invite à aller les voir. Prochaine slide. Une perspective vraiment encourageante, prochaine slide, pour l'AMM. Juste pour vous dire, tout à l'heure, Dr Lafortune en faisait mention, le modèle classique de la recommandation qui est de recommander le donneur après le décès, ça ne l'empêche pas. Là. Gardons bien en tête que ce processus-là va continuer pour bien des décès là, dans nos milieux hospitaliers. Mais dans un contexte idéal, pour tout ce qui est aide médicale à mourir, ce serait vraiment bien, si le patient accepte, d'avoir une recommandation précoce, donc d'avoir la recommandation alors qu'il est vivant. Et on voit vraiment que entre le moment où on reçoit la recommandation dans un modèle classique jusqu'au prélèvement, il peut s'écouler 17 heures entre le décès et le prélèvement des tissus oculaires, alors qu'on a coupé pratiquement de moitié ce temps-là dans un contexte d'AMM. Et clairement, ça a un impact sur la qualité des tissus, sur la qualité des greffons. Donc, c'est vraiment important. Puis nous, ça nous permet de planifier à l'avance les prélèvements. Ça semble peut-être banal, mais une journée où on a besoin de 4-5 donneurs de tissu oculaire, bien, d'avoir déjà un donneur, 2 donneurs AMM planifiés à l'horaire, ça vient baisser la pression au quotidien sur l'approvisionnement en tissu oculaire pour les besoins chirurgicaux. Prochaine slide. Oui, ça s'en vient.
Je suis confiant. Je vais refaire le partage. On peut descendre encore un peu. La prochaine. Voilà. Donc, sans reprendre tous les éléments, là, mais juste dire que la recommandation classique versus la recommandation des donneurs en AMM, je porte votre attention aux données, là, vraiment en bas de tableau, là, où le fait d'entreprendre un processus avec l'AMM à l'avance, donc planifier le donneur, faire le questionnaire avec le patient, donner toutes ces explications-là, structurer la chose, versus une recommandation classique, vous voyez que notre performance pour les donneurs, une fois qu'il est décédé puis qu'on le recommande, c'est 50% des cornées qui vont se qualifier pour la greffe contre 77% dans les cas d'AMM. Alors, clairement, le temps qu'on sauve à faire notre processus d'évaluation, de questionnaire, de planification, ben, ça fait en sorte que la qualité des cornées est clairement supérieure à un modèle plus classique. Alors donc, on vous invite vraiment à identifier, parler, avoir la discussion avec votre patient et recommander dès que c'est possible. Prochaine slide. Ici, là, c'est peut-être le nerf de la guerre là, pour moi là, parce que c'est quand même assez révélateur. Dans la dernière année, on a eu 156 recommandations là, de patients qui demandaient l'aide médicale à mourir. De ces patients-là, on a 78 donneurs qui se sont qualifiés, qu'on a prélevés. Alors, déjà en partant, c'est 50% des patients en AMM qui sont prélevés. Dans la dernière année, on n'a pas présenté les données, là, mais on a eu 5 780 recommandations à AMA Québec pour 989 donneurs prélevés. Fait que voyez-vous, déjà, l'écart est quand même assez impressionnant entre les deux pourcentages. Et 156 donneurs recommandés, ça représente 2,6% des AMM administrés à travers la province. Alors, donc, c'est très peu, mais par contre, c'est 50% de ces patients-là qui ont été prélevés. Et quand on regarde le donneur dont les tissus se sont qualifiés, c'est 58 donneurs, 72%. Alors donc, imaginez si on avait eu 500, 1000 donneurs recommandés sur les 6000, les pourcentages et les résultats que ça pourrait donner. Donc, c'est pas pour, évidemment, on vous dit ça, mais c'est pour nos patients du Québec, là, pour les programmes de greffe qu'on le fait. Alors donc, d'identifier, de recommander de façon précoce à AMA Québec peut avoir un impact majeur sur notre capacité et notre planification au niveau de la greffe oculaire, des tissus oculaires au Québec. Donc, en conclusion, je vais laisser la parole à ma collègue Audrey, puis je dis un petit mot à la toute fin. Mais tout d'abord, tu sais, en proposant le don de tissu en contexte d'aide médicale à mourir, on contribue tous et chacun, comme professionnels, à transformer une situation difficile en un acte de générosité et d'espoir. Moi, c'est ce que je vis quand j'en parle avec mes patients, hier encore, là. On sait que le don peut avoir des impacts positifs à plusieurs niveaux. Tout d'abord, de permettre au professionnel d'initier une réflexion chez son patient lui-même. Ça permet au patient d'exprimer sa volonté d'être un donneur, de ne pas en être un. Puis, ça peut faire une différence significative dans la vie de ses semblables si jamais il accepte de faire un don. Puis ça, pour les gens, ça peut être porteur de quelque chose de positif. Pour la famille, le don permettra peut-être de donner un peu de sens à la perte de l'être cher. Puis voir à la personne elle-même, comme je l'ai dit, parce que d'être partie prenante de son propre processus, ça leur donne un petit peu de contrôle dans cette période très zone grise de leur vie. Puis pour les patients en attente d'une greffe oculaire, le don permet d'améliorer la qualité de vie en retrouvant la vue et l'autonomie. Ça aussi, ça fait écho beaucoup chez mes patients demandeurs d'aide médicale à mourir qui, eux, considèrent avoir moins de qualité de vie, moins d'autonomie. Fait que c'est important, le message à retenir, c'est vraiment, il est recommandé d'offrir aux demandeurs d'aide médicale à mourir la possibilité de s'exprimer sur l'intention d'être un donneur à leur décès. Puis, comme professionnel, là, le nouveau modèle de recommandation proposé par AMA Québec, on l'a testé, là, c'est facile d'utilisation. Oui, il faut se l'approprier un petit peu au début, là, mais c'est pas quelque chose qui est difficile. Puis, les résultats sont là. Gilles vient de vous les présenter. Fait que je vous encourage vraiment à vous lancer là, avec nous dans cette nouvelle façon de recommander des donneurs de tissu potentiels. En conclusion, moi, j'aimerais vous dire, on est plus de 300 là, participants là, à cette conférence-là.
Alors, si les 300, on va contaminer des collègues sur nos unités de soins, dans nos secteurs d'activité, je pense que vous êtes des passionnés parce que pour prendre votre heure de dîner, pour écouter deux étrangers, vous parlez de l'AMM, là. Alors donc, je suis assez confiant que vous êtes en mesure d'aller contaminer vos collègues, mais de penser à une chose, c'est que si individuellement, on est convaincu qu'on peut faire la différence, qu'on va faire la différence, on va avoir des résultats absolument extraordinaires à présenter l'année prochaine. Alors, je compte énormément sur votre collaboration individuelle pour faire en sorte de changer complètement la face de la chose pour la prochaine année. Puis, je vous remercie infiniment là, de votre attention. Anne, je te laisse la parole. Excellent. Ben, merci beaucoup, Gilles et Docteur Lafortune, pour cette belle présentation. L'AMM, c'est donc une nouvelle réalité et l'opportunité, ben, elle est bel et bien présente pour le patient et on le sent très bien dans votre présentation. Euh, ben maintenant, on passe à la période de questions. On vous invite à allumer vos caméras si vous souhaitez prendre parole ou à déposer les questions dans la boîte de dialogue. On est bien conscient qu'on n'aura peut-être pas le temps de répondre à l'entièreté des questions qui ont été écrites ici. Quelques-unes ont été répondues, mais auquel cas, il n'y a pas d'inquiétude. Vous voyez les informations de contact ici sur la diapositive. Nous vous encourageons donc à communiquer si votre question n'est pas répondue ou si vous avez des besoins supplémentaires à communiquer avec Sabrina Robichaud. Son adresse courriel, elle est également sur cette diapo. Et il n'y a pas d'inquiétude si vous n'avez pas le temps de noter le courriel. Nous vous acheminerons par courriel l'enregistrement de cette présentation ainsi que les coordonnées pour nous rejoindre en cas de question. Alors, j'irai tout de suite avec une première question ici que nous avons dans la boîte de dialogue et gênez-vous pas là, pour les ajouter au fur et à mesure. On inscrit ici, Madame Leclerc demande comment fait-on pour avoir une performance de référencement à 100% avec nos décès si nous ne référons pas les usagers qui ont des critères d'exclusion? Gilles, peut-être Ouais. que Dans le cadre d'organisation en don d'organes de tissu qui avait été rédigé, on parlait bien de 100% des donneurs potentiels. Alors donc, il faut juste s'assurer que les personnes qui décèdent dans votre milieu, madame, s'il y a un critère d'exclusion, il ne compte pas dans le 100% des donneurs potentiels. C'est un donneur qui est exclu tout simplement. Donc, je poursuis avec une autre question. On mentionne ici à quel endroit pouvons-nous avoir un carton avec les critères d'exclusion et la démarche à faire auprès des patients. Gilles, peut-être ces outils-là, on les a présentés dans la présentation d'aujourd'hui. Ils sont disponibles, mais si c'est possible Ouais. de compléter. Oui, en fait, Sabrina Robichaud. Donc, juste à écrire à ma collègue Sabrina Robichaud, nous faire part de votre besoin et puis on va s'assurer de vous faire suivre les outils, parce qu'on a des procédures qui sont déjà imprimées, des cartes, les cartes sont déjà imprimées. Alors, si vous en avez besoin, peut-être juste de détailler le nombre de procédures que vous souhaitez obtenir, le nombre de cartes, et puis on va répartir le tout à travers la province. Donc, nos documents sont évidemment sur le site web. Nous vous les acheminerons aussi par courriel à la suite de cette présentation. Et nous avons le matériel physique aussi. Comme je le mentionne, on pourra le distribuer en fonction de vos demandes à travers la province. Alors, j'enchaîne ici avec une autre question. Est-ce que la référence doit être faite par une infirmière ou médecin seulement? Dans mon centre hospitalier, c'est l'ATS qui est souvent la personne la plus près du patient et qui a un lien significatif. Peut-être, docteur Lafortune, si c'est possible de répondre à cette question. Le but de la présentation aujourd'hui, c'était aussi un petit peu de libéraliser justement la référence à Emma Québec. Donc, faut juste s'assurer qu'on comprend bien les critères d'exclusion pour bien identifier un donneur potentiel. Puis, si le travailleur social est la personne un petit peu coordonnateur du dossier d'aide médicale à mourir, ça peut être tout à fait adéquat que ce soit la personne qui fasse la référence. Parce qu'une fois qu'Emma Québec a procédé tout au processus de qualification du patient, quand il retourne le formulaire avec sa réponse, il faut que quelqu'un soit capable de recevoir cette réponse-là et de donner suite. Donc, si c'est le travailleur social qui chapeaute le dossier,
je pense que c'est tout à fait correct. L'important, c'est que cette information-là soit communiquée aux équipes traitantes pour qu'au moment de l'aide médicale à mourir, à la suite du décès, l'équipe soit capable de continuer le travail déjà amorcé. Donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, entre équipes, il y a pas, en fait, Gilles et moi, on voulait vous passer comme message que, faut trouver une façon de procéder, une nouvelle façon de procéder. Il n'y a pas une réponse unique. C'est vraiment de vous de voir dans vos régions, dans vos équipes, comment vous fonctionnez, puis trouver la meilleure personne pour avoir la discussion, puis faire le processus. Super. Nous avons aussi M. Morissette qui demande, j'ai cru comprendre que le don de tissu est réservé à certaines régions où l'accès au plateau de prélèvement est disponible, Québec, Montérégie, Estrie, Mauricie, Montréal, Lanaudière, Laval, où le bassin des donneurs serait suffisant. Donc, s'applique moins aux autres régions. Point d'interrogation. Ici, je ne sais pas, Gilles, si possible de répondre à cette question. Je vous dirais, c'est sûr et certain que dans les grands centres, il devrait y avoir une volumétrie qui va nous permettre d'avoir un approvisionnement sécuritaire suffisant pour les besoins chirurgicaux. Maintenant, comme on est à géométrie très variable d'une journée à l'autre dans la recommandation, on vous propose de faire la recommandation des donneurs. Nos équipes vont être en mesure de vous dire si on va aller de l'avant ou pas. C'est sûr que si vous êtes vraiment, là, je parle des îles de la Madeleine, la côte nord, vraiment éloigné de nos installations, ça rend la chose très difficile. Mais somme toute, j'aime mieux que vous appeliez, parce que là, je ne connais pas votre région, monsieur, là, mais on aime mieux évaluer, décliner nous-mêmes, ne pas aller de l'avant puis vous les informer autant au bon moment, plutôt que de ne pas avoir une recommandation qui pourrait peut-être servir. En passant, là, je le dis tout de suite, là, actuellement, on parle des tissus oculaires, mais il y a également les valves cardiaques qui, dans certains cas, vont pouvoir être prélevées chez des donneurs. Ce n'est pas tout de suite. Les critères vont arriver éventuellement en vigueur dans les prochains mois. Mais ça, c'est nos coordonnateurs qui vont évaluer l'éligibilité des patients. Alors, ça se pourrait qu'un donneur de Rimouski, par exemple, puisse être d'intérêt pour Héma-Québec, puis qu'on le fasse venir dans nos installations pour les tissus oculaires, puis un quart éventuellement. Donc, ce qu'on entend ici, Gilles, c'est que nous favorisons la recommandation puisque les critères changent et qu'on doit Exact. s'adapter aux besoins aussi des milieux hospitaliers dans l'univers de la greffe. Ben, on aime bien recevoir l'entièreté des recommandations de donneurs potentiels. Merci. On mentionne aussi une autre question pour les patients en soins à domicile. Comment se fait, on mentionne comment se fait peut-être la recommandation et le prélèvement de tissu et à quel moment? Le patient qui décède à domicile va être transféré dans les installations d'Héma-Québec pour le prélèvement. Alors, la recommandation, c'est le même processus. Donc, le prélèvement n'est pas incompatible là, avec un décès à domicile, là, pas du tout. Alors, d'identifier, de recommander, Héma-Québec va planifier le transfert du corps dans les installations d'Héma-Québec pour le prélèvement et retourner le corps à la maison funéraire qui aurait été choisie par le patient ou la famille. Super. Oui. J'ajoute le petit commentaire que des fois, pour les familles, ça peut sembler gros, mais c'est important de leur dire que c'est Emma Québec qui coordonne tout ça. Tu sais, donc, eux, ils n'ont pas de démarche supplémentaire à faire. Puis quand vous leur expliquez, gardez ça simple le plus possible parce que sinon, pour eux, ça semble être beaucoup, beaucoup d'étapes supplémentaires. Puis ça peut être un petit peu épeurant. Mais nous, on a réussi à le faire à partir du domicile. Ça a été des expériences très positives. Entre autres, dans un des vidéos disponibles, le témoignage d'une conjointe d'un patient qu'on a donné l'aide médicale à mourir à domicile. Donc, c'est tout à fait réalisable. Je vous encourage à l'essayer. Génial. Nous avons une personne, en fait, on a eu cette question peut-être à 2 reprises. La carte RAMQ peut être signée pour signifier notre désir du don d'organes. Qu'en est-il du don de tissu? Je le mentionne à haute voix pour tout le monde. Quand on signe notre carte, l'autocollant à l'endos de la carte de la RAMQ, c'est aussi bon pour le don d'organes que le don de tissu. Donc, je préfère le souligner ici puisque cette question semblait être récurrente dans la boîte de dialogue. On pourrait peut-être prendre une main levée. Nous avons Geneviève Maheu qui a la main levée. On vous écoute. Oui, ben j'ai juste une petite question un peu en lien avec les délais. Donc, on disait, tu sais, dans le fond, le corps va être transporté
pour le prélèvement va être retourné au salon funéraire par la suite. Tu sais, des fois, ils ont déjà tout planifié, la date de funérailles, etc. Tu sais, si on sait que le délai est court, exemple, tu sais, de les référer pour les référer. Je ne sais pas c'est quoi le délai qu'on doit s'attendre pour éviter du travail. En fait, dans la recommandation précoce, là, j'appellerais là, alors que le patient est vivant, euh, ce genre d'informations-là, nos équipes de coordination vont l'avoir du patient. Alors souvent, il va dire, ben écoute, moi, je décède telle journée, mon service est prévu le lendemain ou le surlendemain. Nous, à partir du moment où le décès survient, et que le corps est rendu disponible, ben, on va transférer rapidement. Tout se fait dans les heures qui suivent le décès, là. Donc, à l'intérieur d'un 24 heures, tout est fait, nous, de notre côté. Alors, ça ne retarde pas le processus, là, les funérailles, puis les rites funéraires, là. Parfait, merci. Excellent. Nous avons différentes questions aussi dans la boîte de dialogue qui nous demandent concernant les crédits de formation pour avoir participé au webinaire. Peut-être, Gilles, si possible, de glisser un mot là-dessus, s'il vous plaît. En fait, la présentation d'aujourd'hui n'est pas accréditée, là, pas dans les 7 crédits là, que les infirmières ont besoin. On travaille, par exemple, à vouloir faire une trousse accréditée. Alors donc, simplement, puis Anne, tu confirmeras là, si ce que je dis est bon, mais de surveiller le site web d'Emma Québec aussitôt que notre trousse accréditée sera disponible, on la rendra accessible. Et comme on envoie des communications dans les mensuels dans les établissements, fort probablement qu'on informera l'ensemble des soignants que la trousse est maintenant disponible sur le site. C'est une chose qu'on travaille actuellement. Définitivement, bien dit, Gilles. Écoutez, je vois le temps qui file. Malheureusement, on va devoir s'arrêter. Il y a d'autres belles questions dans la boîte de dialogue, mais encore une fois, n'hésitez pas à nous les poser. On renomme Sabrina Robichaud. Vous allez avoir les coordonnées pour la rejoindre, bien entendu. Donc, pour respecter là, l'horaire de tous, je conclurai ce webinaire qui, pour Emma Québec et Dr Lafortune, a été un grand privilège de planifier, d'organiser et d'orchestrer aujourd'hui. Alors, je vous remercie pour votre présence, pour votre participation active avec vos questions. C'est fort intéressant de voir l'intérêt que cela suscite. Alors, ben voilà, je réitère donc mes remerciements à tous. Un courriel vous sera acheminé d'ici la fin de la semaine avec l'enregistrement, les outils et les coordonnées pour nous rejoindre pour plus de questions. Donc, sur ce, je souhaite à tout le monde une excellente fin de journée. Un grand merci, Gilles, pour la belle présentation. Un grand merci, Dr Lafortune, pour votre accompagnement aujourd'hui. Belle présentation, tout le monde. Merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci. Merci, Bon bonne journée. après-midi à tous.